Bonsoir à tous. Merci beaucoup de votre présence ce soir et merci aussi Madame Clément Bonnefille d'être venue jusqu'à nous puisque je sais que vous arrivez de Marseille où vous résidez habituellement. Merci d'être venu jusqu'à Étampes pour nous présenter cette conférence que Philippe va introduire dans 2 minutes. Je voulais juste vous dire que donc c'est notre dernière conférence, la question de la saison. On terminera notre saison, notre cycle cette année le 17 mai et on sera à l'EPS Barthélemy-Durand. C'est un mardi, le 17 mai, avec Marc Foncal, avec un sujet assez brûlant sur notamment les énergies renouvelables. Donc je vous invite d'ores et déjà à retenir cette date. Et puis aussi, la bibliothèque est ravie d'accueillir un projet qui est porté aussi par le théâtre intercommunal les week-ends du 8 et 9 avril qui s'appelle la bibliothèque. Vous avez peut-être vu déjà ces affiches-là, puisque c'est avec des habitants du territoire que la metteur en scène Fanny de Chailly a travaillé pour proposer des livres vivants. Donc ce sont des personnes en fait qui vont raconter une histoire en 10 minutes. Et le principe de choisir un livre, choisir une histoire et découvrir une histoire en la lisant, et bien là se fera avec un livre vivant, c'est-à-dire avec un être de chair et d'os et de voix devant vous. Voilà. Donc les représentations, les rendez-vous seront le vendredi 8 avril à partir de 18h, donc à la bibliothèque Diane de Poitiers, et le samedi 9 avril, tout l'après-midi, de 14h à 18h, toujours à la bibliothèque Diane de Poitiers. Voilà. Donc ça, c'est notre prochain rendez-vous qui se trouvera pas longtemps avant les vacances scolaires. Je vais passer la parole à Philippe qui va introduire la conférence. Je vous souhaite une très bonne soirée. Et puis, n'oubliez pas, si vous souhaitez acquérir le livre de Madame Bonnefille, donc sur les pas de Lucie, vous trouverez un petit stand de notre partenaire, la libraire Les Échappés, la librairie d'Étampes, avec Pauline qui met à votre disposition des livres en vue d'une éventuelle dédicace si vous le souhaitez. Je vous souhaite une très bonne soirée. Merci beaucoup, bonjour. Merci à tous d'être là et de venir fidèlement à cette conférence. Avant de faire une petite brève introduction de Raymond Bonnefille, en fait je vais improviser parce que j'avais écrit un petit texte que bien entendu j'étais incapable de retrouver cet après-midi. Donc il y a des gens qui sont surpris comme ça du fait que je puisse oublier ou perdre des papiers. C'est pourtant pas mon habitude. Et la deuxième chose que je dois faire, c'est commencer par des remerciements. Je voudrais remercier Marianne Loriot qui m'a permis d'être en contact avec Raymond Bonnefille et qui a donc permis cette conférence. Donc, Madame Bonnefille, bonjour. Merci infiniment d'être venue de loin pour venir nous faire cette conférence qui, je suis sûr, sera passionnante. Donc, vous êtes auvergnate d'origine, si je ne me trompe pas. Personne n'est parfait, moi aussi. Moi aussi, je suis auvergnat. Vous avez suivi un parcours brillant, puisque vous avez fait l'ENS, et que ensuite vous avez fait l'ENS de sciences naturelles, je pense qu'on appelait ça à l'époque, et non pas les sciences de la vie et de la terre. Je trouvais ça plus joli, les sciences naturelles, mais il faut changer. Donc vous avez fait l'ENS en sciences naturelles, vous avez été géologue en fait initialement, je ne me suis pas trompé dans votre parcours, et vous avez commencé votre thèse à faire de la géologie et puis à faire une science un peu bizarre qui s'appelle la palynologie, c'est-à-dire l'étude des pollens, et vous allez voir que l'étude de petits grains de pollen comme ça peut permettre de donner des informations scientifiques particulièrement intéressantes et en fait ouvert un champ extrêmement important et très utile, en particulier dans le domaine de la paléoanthropologie, et que Yves Coppens, qui était dans l'expédition où vous êtes allé, a beaucoup utilisé à la télévision pour faire des films, etc. Donc, et vous êtes toujours, vous avez continué ensuite l'étude des pollens, vous êtes directrice de recherche au CNRS, si je ne me trompe pas, honoraire, maintenant, je pense,
oui, mérite, et vous avez une carrière internationale particulièrement fournie, reconnue, avec beaucoup de publications, de reconnaissances et d'élèves, et dans un grand nombre de pays. Vous êtes allé en Inde, beaucoup en Afrique, bien entendu, aux États-Unis, etc. Et déjà, d'ailleurs, vous avez une carrière internationale, puisque l'expédition était, les expéditions auxquelles vous avez participé et dont vous allez nous parler, étaient en fait franco-américaines. Donc, vous étiez géologue, vous étudiez le pollen, et puis, je crois que c'est Yves Coppens qui cherchait justement quelqu'un qui pouvait lui donner des informations sur l'environnement des gens qui pouvaient trouver, enfin, ils ne retrouvaient que leurs squelettes, mais des squelettes s'y retrouvaient pour connaître leur environnement, et donc il nous a demandé de partir dans des expéditions en Éthiopie et au Kenya, si je ne me trompe pas, ou à la frontière du Kenya. Oui, c'est-à-dire on rejoignait ce coin de l'Éthiopie par le Kenya à l'époque, parce qu'il n'y avait pas de route, et on ne pouvait pas venir d'Addis Abeba sur cet endroit, donc on était obligé de le faire à partir de Nairobi. C'est ce que donc vous êtes parti dans cette expédition, dans ces expéditions, il y en a eu plusieurs, il y en a eu qui étaient françaises, il y en a eu qui étaient américaines, vous avez participé aux unes et aux autres, peut-être fait aussi un peu le trait d'union, et ces expéditions ont été rendues célèbres par la découverte d'un squelette à peu près complet d'une femme. C'était grand trop à Pharasis, si je ne me trompe pas. Oui, je vais le dire. Oui. C'est un australopithèque, on appelle ça. Alors, le nom savant, c'est Australopithecus afarensis. Pardon. Mais le nom vulgaire, j'aurais eu mes notes, je ne me serais pas trompé. Donc, elle était très connue, elle s'appelle Lucie. Donc, si je peux avoir la cause et la musique et la cause du nom de Lucie. Et Lucie, ça vient de cette chanson, Lucie in the Sky Diamond. Célèbre dans ces années 66-70. Donc, vous écoutiez même au fin fond de l'Éthiopie? Oui, c'était l'Américain qui avait porté son radio-cassette. Donc, c'est grâce à ça que c'est Lucie. Et Lucie, ça a été un nom vraiment bien choisi parce que ça a été extrêmement, extrêmement popularisé, extrêmement connu. Le nom est un trait de génie. C'est un hasard, mais c'est un trait de génie, oui. Donc, vous avez fait partie de ces expéditions. Donc, c'est ça dont vous allez nous parler, de comment se sont passées ces expéditions. Vous avez écrit un livre sur les pas de Lucie que vous pouvez acheter, que Raymond vous dédicacera si vous le souhaitez. J'ai évidemment lu ce livre, j'ai même relu plus récemment pour essayer d'avoir des souvenirs, pour des souvenirs plus frais. Et en fait, c'est à la fois, à mon avis, très intéressant sur le plan scientifique, pour voir comment la collaboration entre plusieurs équipes, entre plusieurs nations, est vraiment quelque chose de fructueux. Et puis c'est aussi une aventure humaine, d'abord parce que c'était un endroit rude. Vous avez quelques anecdotes, je ne sais pas si vous allez nous en parler, vous avez quelques anecdotes pour nous indiquer que le voisinage, par exemple, avec les cobras, n'était pas toujours sympathique. Mais voilà, c'est une aventure humaine et une aventure scientifique, et vous allez nous en parler. Et comme ça, en plus, je pense que l'aspect humain illustrera l'aspect scientifique et le complétera. Donc merci infiniment d'être venu de si loin. Je vous laisse la parole. Et puis ensuite, on ouvrira les débats. J'espère qu'il y aura beaucoup de questions. Merci infiniment. Oui, merci à vous, Monsieur Bonne, et merci aux organisatrices de me donner la chance de parler un petit peu parmi vous. Cette présentation sera peut-être pas très scientifique, elle a plus pour but de faire comprendre comment on fait une découverte importante, parce que ces découvertes ont souvent des préliminaires dont on parle peu. Alors, comment a-t-on trouvé Lucie? Bon, d'abord, vous savez presque tous qui est Lucie. Ensuite, vous savez qu'elle a été trouvée en Afrique, dans ce pays de l'Afrique qui est la corne de l'Afrique, que l'on appelle l'Éthiopie. Alors, l'Éthiopie, c'est un pays de montagne. Vous avez là cette représentation qui vous montre les deux plateaux en couleur foncée.
Et au centre de l'Éthiopie, il y a un fossé que classiquement, en tant que géologue, on appelle le rift. Alors, je vais vous demander d'essayer de retenir 3 noms de sites, parce que cette histoire s'étale sur plusieurs endroits. Donc, vous avez le site, le premier dont on va parler, qui s'appelle Melka Kontouré, qui est un site sur le plateau. Ensuite, vous avez le site au sud-ouest de l'Éthiopie, près du grand lac en bleu que vous voyez là, qui est à la limite de l'Éthiopie et du Soudan. Et ensuite, le site d'Adar, qui est à l'ouest de Djibouti, au plein centre du fossé, dans le triangle que vous voyez, qui est en jaune, et qui est une zone de dépression. Avec ces 3 sites, il y a 2 rivières qu'il faut retenir, dont les noms des 2 rivières. Vous avez la première, c'est une rivière, la rivière Awash, qui part de Melka Kontouré et qui s'en va vers Adar, dans le désert, du côté est. Et l'autre rivière, c'est une rivière qui descend des montagnes de l'Éthiopie et qui se jette dans ce grand lac, à la limite du Kenya et de l'Éthiopie, qui est le lac Turkana. Donc, la découverte de Lucie, pardon, j'ai retourné dans le mauvais sens, c'est une histoire de rencontres diverses, de rencontres entre des scientifiques, de rencontres entre des peuples, de rencontres entre des pays, avec des paysages. C'est aussi une aventure scientifique collective, contrairement à ce que souvent on présente à la télévision. Les découvertes scientifiques, et nous le savons tous, dans différents domaines, sont l'œuvre d'acteurs différents. C'est aussi une très longue histoire. Alors, l'histoire, se déroule en plusieurs étapes. La première se situe dans ce site de Melka Kontouré, qui est sur le rebord du plateau de l'Éthiopie, que vous voyez là. C'est un endroit sur le plateau, à 2000 mètres d'altitude, au bord de la rivière Awash. Et dans cet endroit, vous avez de chaque côté de la rivière, sous des dépôts de galets, au milieu desquels sont des outils taillés, de pierres taillées. Quand nous commençons en 1966, quand je commence dans le cadre de ma thèse, entrée tout juste au CNRS, à l'époque, il n'y a pratiquement pas d'industrie, pas d'outils taillés. On ne parle pas de l'Éthiopie pour la préhistoire. 1966, on est encore dans l'Éthiopie impériale, c'est le Négus, c'est un régime féodal très pauvre, et nous découvrons ce territoire grâce à ce personnage que vous voyez ici, qui s'appelle Jean Chavaillon, qui est un préhistorien qui avait effectué sa thèse au Sahara, qui était expérimenté, et qui, pour la première fois, entreprend de fouiller ces sites archéologiques qui présentent des outils taillés absolument remarquables. Alors, c'est ma première rencontre avec l'Éthiopie, et bon, il faut imaginer à cette époque, pour les gens qui sont jeunes, ça fait presque un demi-siècle, 1966, et la découverte de ce pays, à la fois biblique, étrange, c'est un petit peu ce que j'ai raconté dans le livre, comment arriver dans ce petit aéroport et une ville qui n'a plus rien à voir avec la capitale que l'on connaît aujourd'hui. Donc, on y trouvera un petit peu de l'évocation de ces odeurs d'eucalyptus et du café qui sont si particuliers à l'Éthiopie. Alors, les premières rencontres, vous les voyez ici en 1966, dans cette petite cabane de tôle ondulée qui nous servait d'abri. Bon, le dimanche, on recevait des visiteurs et un personnage dont vous allez retenir le nom, que vous voyez au fond de la table avec ses lunettes, qui s'appelle Maurice Taïeb. 2 autres personnes ont joué un rôle aussi important, elles ont été pour moi des sortes de modèles. C'est quand vous voyez sur la photo en bas,
au milieu de deux, je suis là entre deux dames, donc celle qui a des petites lunettes et qui est, on appelait Mademoiselle Alimène, qui a fait sa thèse au Sahara et créé un laboratoire, et celle à gauche qui est Marie Leakey. On se souviendra encore de ce nom Leakey parce qu'on va le retrouver ultérieurement. En effet, quand on vous dit « Ah, comment avez-vous trouvé Lucie ?» Est-ce que c'est quelque chose qui n'est pas tombé du ciel? On ne trouve pas un ossement comme ça, comme on trouve un champignon, et encore, un champignon, il faut être un peu expérimenté et les connaître pour savoir les reconnaître, ceux qui sont comestibles. Donc, il faut une expérience. Alors, cette histoire, en fait, elle s'enracine dans une histoire des relations avec l'Éthiopie, de la France avec l'Éthiopie, et je vais vous parler, il y a au début une exploration d'un jeune vicomte au début du XXe siècle. 30 ans plus tard, ce sera l'histoire et le travail d'un paléontologue, un professeur du muséum, un grand professeur, un grand savant, quelqu'un qui deviendra académicien. Et 30 ans plus tard, ce sont les grandes expéditions paléontologiques dans la région de l'Omo et du Turkana, dans les années 60-70, auxquelles je participe, au début, sous la direction de Yves Coppens. Alors, la première histoire, c'est donc celle de ce vicomte, le vicomte du bourg de Bozas, qui est le fils d'un écuyer de Napoléon III, et qui décide, dans ces années 1902, vous savez, c'est après l'affaire Dreyfus, après l'affaire de Fachoda, après les grandes expéditions coloniales, il décide de faire une expédition plutôt à caractère scientifique. Et puis, il a la chance de s'adjoindre la collaboration d'un jeune médecin assistant au muséum à Paris, donc ayant préparé des fossiles, parce que c'était son travail pour gagner et payer ses études, et qui s'appelle le docteur Brandt. Et lorsqu'il traverse, en venant de Djibouti, en traversant à cheval une grande expédition, il traverse la rivière Omo, c'est la rivière dont je vous ai parlé tout à l'heure, et c'est lui qui, le premier, voit tous ces fossiles jonchant le sol. Alors, bien qu'il ne soit pas là pour récolter, il demande au chef de l'expédition de s'arrêter 2 jours, et il emballe tous les fossiles dans des caisses qui vont partir de Mombasa jusqu'au musée à Paris. Alors, à Paris, au muséum, donc il y a ce professeur à Rambourg, que vous voyez ici à droite avec le chapeau, mais en 1932, il organise avec un collègue du muséum, et là vous voyez cette petite voiture près de la termitière, et il réalise à 2 une expédition dans les années 30, parce qu'il veut comprendre que ces fossiles qu'il a observés dans le laboratoire, à quoi ils correspondent du point de vue de leur signification par rapport à l'origine des faunes africaines, parce qu'il a vu des éléphants, des girafes, des rhinocéros, etc. Donc il va sur le terrain, il fait la description des fossiles et un petit peu de géologie. 1932, 1933, après avoir écrit ses livres, il veut retourner, mais bien sûr c'est la guerre, donc il ne retourne pas. Alors il faut attendre 30 ans plus tard. Et 30 ans plus tard, vous avez un autre personnage, c'est une histoire de rencontre, comme je vous disais, et le personnage aux lunettes noires, en haut à gauche, qui est un professeur américain de Chicago puis de Berkeley, qui est quelqu'un de très curieux, qui s'appelle Clark Owen, qui est quelqu'un de très cultivé, qui a visité tous les musées et qui, lui aussi, a été très surpris par la qualité des fossiles et l'abondance des fossiles, et il n'a qu'une envie, c'est d'aller sur le terrain. Alors, dans les années 60, on vient de découvrir le premier Australopithèque en Tanzanie,
c'est Marie Leakey, que je vous ai montré tout à l'heure, qui avait découvert cet australopithèque. Et donc, on sait les animaux qui étaient avec l'australopithèque. Donc, les recherches à ce moment-là, sur l'origine de l'homme, disent, bon, puisqu'il y a les animaux, peut-être qu'il y a de l'homme. Donc, d'où le grand intérêt. Et ils s'adjoignent à ces deux personnages, Camille Rambourg et Clark Howell, s'adjoignent l'expertise de Louis Leakey, qui est au Kenya. Et je raconte dans le livre que c'est l'occasion d'un dîner entre l'empereur d'Éthiopie et le nouveau président Kenyatta, récemment élu à l'indépendance du Kenya, ça date de 1964. Et c'est à cette occasion que l'empereur d'Éthiopie donne l'autorisation d'aller prospecter ce territoire pratiquement inconnu, puisqu'il n'y a que deux personnages qui l'ont... Et par hasard, ces deux personnages sont français. Donc, voilà que sont organisées à ce moment-là, c'est des grandes expéditions paléontologiques internationales. On est dans la période des 30 Glorieuses, donc les scientifiques ont de l'argent. Les Américains sont très anxieux et dans l'opinion américaine, il y a un intérêt pour l'origine de l'homme, pour l'enracinement dans cette période de l'après-guerre. C'est quelque chose qui motive et il y a eu des études dans ce sens-là dans les universités américaines. Donc voilà 3 grandes expéditions qui vont aller conjointement, mais dans des campements séparés, dans ce territoire qu'on appelle la basse vallée de l'Omo et qui est immense, un territoire, il faut 5 jours de trajet en voiture pour arriver jusque-là, et sur place, il n'y a rien, il faut tout créer, donc il faut tout construire, pour pouvoir vivre, voilà, qu'un certain nombre de scientifiques vivent et travaillent, mais c'était assez extraordinaire, parce que c'est un territoire inconnu, plein d'animaux sauvages, et les paysages sont d'une beauté magnifique. Donc, à ce moment-là, le professeur, le temps a passé, le professeur Camille Rambourg, qui a eu le financement du ministère des Affaires étrangères, il a 84 ans, et il s'adjoint pour diriger la mission sur le terrain, l'aide de son jeune élève, qui est alors Yves Coppens. Vous les voyez là tous les deux avec leurs 2 chapeaux, Camille Rambourg avec sa canne et Yves Coppens à droite avec les lunettes. Et donc, à partir de cet Yves Coppens qui est venu me chercher pour rejoindre, faire partie de son équipe. Alors, pourquoi depuis Melka Contouré, comment se fait la liaison avec Melka Contouré, où j'étais allée en Éthiopie précédemment, pendant les 2 années de la thèse au tout début, où justement j'avais commencé des études concernant l'environnement de ces hommes qui faisaient les outils taillés, mais à Melka Contouré, l'étude des pollens s'avérait très difficile. Les dépôts n'étaient pas suffisamment importants pour que je puisse finir ma thèse. Je faisais cette thèse en relation avec Maurice Hayeb qui faisait la géologie. C'est Maurice Hayeb dont on va reparler ultérieurement. Donc c'est le préhistorien qui avait parlé de moi à Yves Coppens, et Yves Coppens est venu un jour au laboratoire sous prétexte de voir ce que je faisais, etc. Et puis après sa visite, il a dit à ma patronne de labo, comme on disait, oh ben, je crois qu'elle pourra tenir le coup. Et alors il m'a fait l'invitation de venir participer à son expédition, ce en quoi j'étais ravie. Donc je vais arriver dans la vallée de l'Omo, c'est en 1968, après un printemps parisien agité. Vous voyez l'ambiance de 68, et nous nous retrouvons en pleine nature, dans un campement.
Voilà, c'est, on ne peut pas dire primitif, mais bon, chacun sous la tente. Je crois que je me souviendrai toujours de cette première nuit sous la tente en pleine brousse, parce que ce qui était assez... C'était le bruit des animaux la nuit, et en particulier sous le tapis de sol de la tente. J'avais l'impression qu'il y avait tout un monde qui grouillait, et tout un monde de petits animaux, d'insectes, etc., qui allaient venir me chatouiller. Et je crois que la première nuit, j'ai pas dormi du tout. J'étais contente de voir arriver le lever du soleil. Bon, c'est une expérience assez extraordinaire. Bon, on vous raconte aujourd'hui, on emmène, vous connaissez tous l'émission de télévision Rencontre en terre inconnue, où on immerge dans la nature ou chez des populations, disons, autochtones, particulières, dans des tribus, etc. Certains artistes qui se trouvent émus, qui repartent en pleurant, tellement. Eh bien, bon, je veux dire, nous, on l'a vécu, ça, mais en vrai, quoi. C'était pas du spectacle. Alors, voilà. Donc, on est immergé dans cette... bon, là, c'est la cuisine de brousse, nos tentes, etc. C'était vue d'avion, et on avait le campement, ça se voit pas bien sur cette photo, pour se protéger des animaux sauvages, on laissait toujours un feu allumé, parce que ça éloigne les hyènes et les lions, et bon, il y avait tout aussi une ceinture de broussailles, un peu comme le font les habitants de cette région, les peuples qu'on appelle aujourd'hui les peuples de l'Homo, qui se répartissent en différentes ethnies. L'ethnie actuelle de ce coin-là, ce sont les Nyangatoms. Le village s'appelle Changbois, et donc nous appellerons la géologie et les dépôts la formation de Changbois, du nom de... Alors vous voyez les huttes avec les petites huttes sur pilotis qui servent de stockage pour le grain, bon, les femmes avec les calebasses qui vont chercher de l'eau, leur costume. Je dois vous dire, tout ça, ça n'existe plus. Malheureusement, moi je ne suis pas retournée, je ne veux pas y retourner, mais des amis me l'ont dit. Bon, on discutera de ça plus tard pour savoir quelles en sont les raisons et qu'est-ce qui se passe dans ces régions-là. Alors, l'avantage de ces rencontres que l'on a eues grâce à, disons, vous voyez l'éclectisme et vous connaissez peut-être M. Coppens, vous connaissez ses talents d'orateur, sa façon dont il vous a appris sur Lucie, mais il a été aussi sur le terrain quelqu'un à la fois rassurant, malgré les difficultés, tout ce qu'on raconte sur, il y a des anecdotes sur les serpents, etc. Il y avait une ambiance extraordinaire dans ce campement. Nous n'étions que 2 jeunes thésards, un collègue à moi qui deviendra professeur à Poitiers, et quelques des adultes, et surtout nous avons eu un ethnologue qui s'appelle Serge Tornet, qui a fait toute sa carrière en Nanterre et qui a étudié ces Nyangatoms. Donc il a appris leur langue parce que c'est une population qui n'avait pas d'écrit, et il a écrit plusieurs ouvrages qui sont très intéressants avec bon voilà, vous voyez un petit peu là leur coiffure d'argile, un groupe à l'occasion d'une fête, et puis au cours du travail, là vous voyez vers la termitière, c'est moi qui ai dû prendre la photo. J'avais tout le temps quelques jeunes gens là, qui se promenaient, qui venaient à notre rencontre, avec qui on ne pouvait pas communiquer, mais bon, il y avait une certaine curiosité, beaucoup d'amabilité, qui était quelquefois, nous aider quelquefois, en particulier si on était en panne avec la voiture. C'est arrivé une fois, on pouvait leur faire comprendre avec un petit billet qu'ils allaient porter au campement qu'on était en panne et qu'il fallait venir nous dépanner. Parce que, voilà, alors, donc on a à notre disposition tout un terrain d'études qui est un véritable laboratoire, toutes ces couches de terrain qu'il faut étudier, sur lesquelles il y a énormément de fossiles. Et
Donc mon rôle là-dedans, c'était d'essayer de comprendre un peu, en fonction du travail fait par les paléontologues, d'ajuster des prélèvements d'échantillons que je prenais sur le terrain, qu'ensuite je préparerais au laboratoire pour en extraire les pollens fossiles, lesquels pollens fossiles me donnent l'idée des plantes qui existaient à cette époque. Alors, je participe à la fois, voilà, au cours de ces prélèvements. Là, comme je ne savais pas du tout ce qu'il y avait, et que la connaissance de la végétation, je ne connaissais pas, j'avais mis ce qu'on appelle dans le langage une boîte de pétri avec de la glycérine, et tous les pollens de l'atmosphère tombaient dedans. Et quand je suis en train d'installer ça, voilà, je suis entourée de néangatums qui sont venus me voir. Ensuite, eh bien, nous avions aussi effectué quelques fouilles, pas seulement ramasser les ossements fossiles sur le terrain, mais aussi effectuer une fouille pour un niveau, ce qui vous donne à ce moment-là tout l'assemblage des animaux qui vivent à une même époque. Je suis là avec donc Yves Coppens et sa femme de l'époque qui s'occupaient de l'intendance. Donc les pollens, voilà quelques exemples de à quoi ils ressemblent quand on les observe au microscope, après avoir fait effectivement des préparations chimiques adaptées qui permettent d'éclaircir les pollens, d'enlever tous les minéraux du sol, on dissout toute la matière minérale pour ne garder que la matière organique. Donc il y a toute une cuisine qui est effectuée au laboratoire. Ensuite, on peut prendre des photographies, et ensuite les photographies aussi, c'était l'époque dans les années 70 du microscope électronique à balayage, donc ça permet de voir des détails. C'est ça qui est extraordinaire, d'avoir des choses microscopiques qu'on ne peut même pas voir à l'œil nu, et quand on les voit, il y a quantité de détails et de précision qui permettent de les attribuer aux plantes. Vous voyez, les plantes, en plus dans les pays tropicaux, il y a beaucoup de plantes différentes, une grande variété. Donc voilà, et alors avec l'assemblage, on peut voir. Alors ce que j'ai pu reconstituer, vous voyez ici cette rivière dans le paysage actuel, il y a la partie de la savane sud-désertique qui est en jaune, et dans les méandres de la rivière, une forêt dense, une forêt riveraine. Donc, y compris à l'époque de tous ces animaux. Donc, on avait une végétation qui était peut-être à caractère un peu plus humide, un peu plus densément boisée qu'aujourd'hui, mais avec un contraste, toujours, entre la présence de la forêt et de la savane. Ce contraste va être important. On a trouvé dans le mot des restes d'Australopithèque, et donc, bon, on va discuter après, il y a eu beaucoup de discussions sur le passage de la forêt à la savane, etc. Mais bon, de toute façon, ils avaient des arbres et des espaces herbeux à leur disposition, et de l'eau. Alors, au bout de 2 ans, il n'y a plus d'argent dans l'équipe française, qui est un peu moins financée que dans l'équipe américaine. Et dans l'équipe américaine, où il y a beaucoup de jeunes chercheurs, thésards de différentes disciplines, personne ne s'occupe de l'environnement. Et donc, le responsable de cette équipe, qui était le professeur que vous avez vu tout à l'heure, Clark Howell, m'a demandé de participer à l'équipe américaine, à ma grande satisfaction. Alors, je ne vais pas raconter toutes les anecdotes que j'ai mises dans le livre, puisque ayant participé aux 2 expéditions françaises et américaines, évidemment, les méthodes de travail, l'ambiance, beaucoup de choses sont différentes. Et pour moi, ça a été très enrichissant. Alors, les anecdotes vous donneront un peu de cette ambiance, parce qu'on est quand même dans les années 60. C'est pas loin d'une ambiance post-coloniale en ce qui concerne la France, mais pas tout à fait, c'est pas tout à fait ça quand même. Mais bon, aujourd'hui, les expéditions n'ont pas du tout ce caractère, ni collectif, ni ouvert, ni chaleureux. C'est beaucoup plus, on va 15 jours sur le terrain, il faut faire son boulot. Bon, on a de GPS, on a des téléphones portables, on a tout ça à sa disposition, on a des voitures à air conditionné, tout ça on n'avait rien. Bon, même pas de cartes, il a fallu faire des cartes photo aériennes. Donc, et
aussi, il n'y avait pas les relations, les scientifiques aujourd'hui, c'est international. Bon, c'est la station spatiale internationale. Bon, mais c'est le début de l'ouverture vers, disons, pour une jeune thésarde française qui savait à peine parler anglais. Bon, disons que, voilà, être invité par un groupe américain, en plus le groupe de Berkeley, c'était vraiment aller vers ce qu'il y avait de mieux de la science. Donc je me suis retrouvée avec des jeunes gens, parce que les autres c'était presque tous que des garçons, sauf qu'il y avait une seule jeune fille, une seule thésarde, mais elle a fait de l'ethnologie, donc elle est allée plutôt dans les villages, elle n'était pas sur le campement. Et ces garçons, il faut savoir aussi qu'on est à la fin de la guerre du Vietnam, et ils sont tellement contents de ne pas avoir été draftés, comme ils disent, c'est-à-dire partir sur la guerre. Ils travaillaient, mais alors, c'était des bourreaux de travail. Donc, voilà, alors, écoutez, il y a plusieurs choses. Là, c'est quelques photos, vous décrivent un peu l'ambiance. Bon, on part en tournée, on explore, le territoire est immense, donc on part à 2 à 3, vous voyez, bon, on campe, on grignote le repas, juste un sandwich, et on rentrait vers 2-3 heures de l'après-midi, parce qu'à ce moment-là, il fait beaucoup trop chaud, se mettre à l'abri sous la tente, et là, travaillant comme ça, j'ai pu apprendre plein de paléontologie, parce que je voyais mes collègues classer les dents des girafes, les dents des gazelles, les cornes des gazelles, les dents des hippopotames, les restes. Voilà, quand il y avait quelque chose d'intéressant, les séances de photographie, ici avec le monsieur à torse nu, c'est le géologue, le grand géologue, avec lequel je fais équipe. Et j'ai décrit, justement, j'ai fait équipe pour la réalisation de la carte géologique. Nous étions 3 et nous avons, donc c'était un personnage qui avait fait toute sa carrière dans le Zaïre, une carrière un Belge. Et donc, si vous voulez, là aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que nous étions donc des jeunes chercheurs, des jeunes thésards, mais encadrés dans l'équipe américaine par 2 seniors expérimentés, donc le chef d'équipe et lui essentiellement. Alors il y a des aventures, il y en a une que j'ai racontée avec détail, c'est celle du crash de l'hélicoptère que vous voyez là. Donc bon, l'hélicoptère qui s'est écrasé de l'autre côté de la rivière, ça aurait pu être dramatique, et comment un des jeunes thésards qui était élevé dans une ferme en Californie et qui a passé toute sa vie après à étudier la géologie de la région en étant professeur dans le Utah. Et c'est lui qui a traversé la rivière avec une pirogue des locaux pour aller chercher du secours. Parce qu'imaginez une dizaine de personnes de l'autre côté d'une rivière pleine de crocodiles, large comme le Rhône. Et puis, bon, à l'époque, pas de possibilité de laisser... d'envoyer un message, quoi que ce soit, quoi. Alors il raconte comment, bon, ça aurait pu être dramatique, c'est quelque chose qui a très bien fini, qui a laissé un peu des traces dans la mémoire de chacun d'entre nous. Donc quelques-unes de ces scènes, de ces scènes au quotidien. Bon, le petit avion qui amène le courrier, la rivière à laquelle il faut aller tous les jours chercher la corvée d'eau. Alors moi j'ai droit à la douche au camp avec le chef de camp, mais les Américains se mettent tous en randonnion, et avec un jet d'eau, tout le monde, il y en a un qui les arrose, et ça j'avais pas le droit d'aller à la rivière, j'étais la seule femme, il n'était pas question que je me mêle au milieu d'eux. Et là, bon, par exemple, les camions, la rotation du camion qui amène l'essence, qui amène de la nourriture. Et évidemment, c'est là aussi que je participe à l'équipe américaine avec un personnage que joue un rôle important dans les découvertes de Lucie, Donald Johanson, que vous voyez en bas à droite. Bon, en conclusion, on a tout appris dans ces 2 expéditions qui sont fondamentales. Vous retenez bien que l'une est dirigée par Yves Coppens, qui apprend lui aussi beaucoup de choses sur le terrain, qui le rendront célèbre
À l'époque, il y a des petits films, il est invité à la télévision dans ces années 70. Donc, et du point de vue scientifique, si vous voulez, c'est une véritable, c'est un creuset, c'est un apprentissage, comment dirais-je, bon, et ces apprentissages qui ne sont pas du tout l'apprentissage d'aujourd'hui, de visioconférence et des choses comme ça, où les chercheurs ne se parlent pas. C'est un privilège extraordinaire, enfin en tout cas pour moi qui étais élevée à la campagne, de travailler sur le terrain et en même temps de faire un travail intellectuel quotidien, parce que tout le monde, comme nous sommes des chercheurs de disciplines différentes, avec des expertises différentes, avec des aptitudes différentes, avec des tempéraments différents, il y a une fusion extraordinaire qui se produit à ce moment-là. Et vous savez, je crois qu'on parle on parle d'école quand on parle de la musique, quand on parle souvent aussi de la peinture, et je crois que ça a été une véritable école qui a défini des méthodes, qui a obtenu des résultats qu'on a diffusés dans des colloques, en particulier il y a un colloque qui terminera ces expéditions, et qui sert aujourd'hui, y compris aux jeunes chercheurs qui travaillent maintenant beaucoup plus individuellement, beaucoup plus partiellement, en restant pas 3 mois sur le terrain. Donc, c'est ça. Alors, les choses, l'important aussi, c'est que vous avez, les couches qu'on a vues sont intercalées avec des dépôts volcaniques. Alors, ces dépôts volcaniques sont importants parce que dans les années 70 est mis au point une méthode en se servant ce qu'on appelle les isotopes, une méthode de datation des couches géologiques. Et ça, c'est très important parce qu'on avait la succession, mais donc ce laboratoire de Berkeley fournit des datations nouvelles et on a là l'exemple d'une succession dans le temps de couches géologiques qui remontent à 4 millions d'années jusqu'à 1 million d'années. Cela en fait une séquence très longue, continue et qui va servir de référence, y compris après pour comparer dans les autres sites qui vont être trouvés plus tard en Éthiopie par rapport à cette séquence-là. C'est ce qu'on appelle, nous, une séquence géologique. Bon, et puis, effectivement, c'est aussi novateur parce que c'est la première fois qu'on essaye de reconstituer les environnements. Maintenant, on parle de l'environnement sans arrêt, mais à l'époque, c'était assez neuf. Alors, vous me direz, oui, mais Lucie, dans tout ça, on a parlé des rencontres, on a parlé qu'on a tous appris, qu'on est bon, voilà, enthousiaste, qu'on se connaît, on se rencontre, etc. Et on va revenir à mon collègue décédé récemment, Maurice Taïeb, celui avec lequel j'ai commencé ma thèse sur le plateau de l'Éthiopie, que vous voyez là en train de fumer sa cigarette, il en mourra le malheureux, et qui avait travaillé avec moi à Melka Contouré, mais lui aussi, au bout de 2 ans, il n'y avait pas suffisamment pour faire sa thèse, donc il a descendu le cours de cette rivière Awash, qui descend dans cet escarpement, dans ce fossé, vous voyez là en jaune, là, suit le long de la rivière, et il découvre, d'abord il découvre une mâchoire d'éléphant. Et cette mâchoire d'éléphant, au cours d'un colloque qui a lieu à Melka Contouré en 1971, voilà qu'il montre cette mâchoire d'éléphant aux 2 personnages que vous voyez ici avec les petits chapeaux, qui sont 2 personnages célèbres. Le premier, le plus fort, c'est Louis Leakey, le mari de la dame dont on a parlé tout à l'heure, et le père de Richard Leakey, qui est aussi un paléontologue célèbre et qui, lui, a fait toute sa carrière à l'Est Turkana avec succès. Et à gauche, avec le chapeau, un professeur, Raymond Dart, qui est celui qui a trouvé les premiers australopithèques en Afrique du Sud. Et quand Maurice montre cette mâchoire d'éléphant, les 2 personnages lui confirment qu'effectivement, là où on a trouvé de l'australopithèque, eh bien, il y avait les mêmes éléphants. Donc, voilà, Maurice, c'est sûr qu'il a... bon, peut-être ça se déclenche chez lui. Alors, je ne sais pas si vraiment il cherchait de l'eau, Maurice, mais c'est un aventurier, c'est un collègue que j'ai fréquenté pendant toute ma carrière, et je dois vous dire que sa motivation première, je ne sais pas trop
Bon, il voulait surtout finir sa thèse, donc il avait besoin des animaux pour dater. Et bon, il est explorateur, il est aventurier. Et voilà, donc il descend dans le rift. Vous voyez ce qu'on appelle le rift, ce fossé. Sur cette diapositive, là, vous voyez toute cette... c'est comme une marche d'escalier, mais cette marche d'escalier, elle fait presque 2000 mètres d'altitude. En vert, sur la prairie, on est à 2000 mètres sur le plateau, 2500 mètres. Et en bas, on est à 500 mètres dans une savane sèche. Alors, qu'est-ce qui se passe? Encore des rencontres. C'est-à-dire quand après avoir su que sa mâchoire d'éléphant a été intéressante, Maurice invite Yves Coppens, que vous voyez là, et Donald Johansson dans une tournée qu'ils font en 1972 au pays des Afars. Les Afars sont des nomades chameliers. Et à ce moment-là, au printemps de 1972, ils arrivent devant le site d'Adar. Le site d'Adar est un site absolument fabuleux aussi. C'est-à-dire quand on arrive en haut du plateau, on a des empilements de couches géologiques. Et sur ce site d'Adar, eh bien, il y a aussi plein de fossiles qui n'ont jamais été ramassés. Cette région est une région difficile. Hein, c'est pratiquement les explorateurs précédents du Bourg de Bauzac n'étaient pas passés dans ce coin-là, parce que sans doute à cause du climat, il n'y a pas d'eau, il y a la rivière, mais il n'y a pas d'eau. Il y a les Afars qui ont une réputation d'être agressifs. Et donc, voilà, alors, et qu'est-ce que... Donc, après un des colloques qui a lieu à Nairobi, où on a discuté de tous les résultats obtenus dans les expéditions précédentes, français et américains de chaque côté, voilà que donc Maurice décide un petit groupe, et on bricole une petite expédition qui n'a rien à voir avec l'expédition des professeurs à Rambourg et Howell, parce que bon, on se dit, on a appris avec les autres, alors Maurice, c'est intéressant, alors on est là pour le congrès, Nairobi, Addis Abeba, c'est pas si loin, on va mettre nos sous ensemble, on va avoir une seule voiture, alors que précédemment, dans les grandes expéditions, il y avait 6 voitures, un hélicoptère, des camions, etc. Et on bricole une expédition pour essayer de voir ce qui se passe sur le terrain. Et la première année, 1973, voilà cette petite expédition. Vous voyez, c'est un jour où les visiteurs nous rendent visite. Là, c'est l'année suivante, mais bon, elle n'a rien à voir avec les expéditions précédentes. Et là, donc, coup de chance, bonne étoile, la bonne personne au bon moment, mais sans doute faut-il être un bon anatomiste pour savoir sur un os du coude que vous voyez ici, reconnaître un os du coude d'Australopithèque qui a été en fait localisé par l'étudiant que vous voyez au pull vert là, qui s'appelle Tom Gray. Et sur les flancs de cette colline, c'est là qu'a été trouvée Lucie. Cette photo est absolument unique parce que c'est moi qui l'ai prise. Et je ne sais pas pourquoi, par hasard. Bon, vous voyez, on a souvent demandé, nous étions... là, voilà. Donc, sur le versant de cette colline, vous voyez les petits fanions rouges, vous pouvez les distinguer, et bien ça correspond à chacun des ossements séparés qui ont été trouvés, ramassés soigneusement. On n'avait plus le droit après de marcher dessus dans le coin, ça a été un peu quadrillé, et donc les 2 jeunes anthropologues, Donald Johansson qui était alors juste jeune professeur et son étudiant, ont recueilli tout l'ensemble de ces ossements qu'on a mis sur une table, voilà comment ça se présente, Lucie, quand on vient de les ossements sont encore dans la gangue, si vous voyez, il y a des concrétions tout autour, c'est pas nettoyé, il y aura un gros travail de laboratoire pour faire les ossements comme je vais vous les montrer tout à l'heure. Et donc, elle est ramenée sur la table au campement.
Voilà, et quand tous les ossements sont ramenés, il se trouve que Maurice et moi, nous étions l'un était allé chercher moi j'étais allé chercher un collègue et un cuisinier, et Maurice était allé chercher de la nourriture dans le village. Voilà, donc comment a été trouvée Lucie? Alors, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? C'est souvent ce qu'on vous dit, les questions qu'on vous pose. Alors, qu'est-ce que vous avez ressenti, etc. Je crois que, bon, moi, en ce qui me concerne, c'était pas mon boulot. Moi, je travaillais avec des anthropologues, des archéologues, mais le reste lui-même, c'était pas mon travail. Donc, bon, je pense que c'est important. On reçoit des visiteurs. Et là, vous voyez en droite, alors c'est une partie de la famille Leakey, qui est venu en avion, parce que Richard pilote son petit avion. Maurice et Dan Johnson se font photographier. Ici, j'ai tenu à mettre cette photo en noir et blanc, vous voyez en bas à gauche, avec au milieu un personnage qui s'appelle Alemayehu, qui est un Éthiopien, un jeune Éthiopien, qui était préparateur au musée à Addis. Et je l'ai mis parce que, bon, il va travailler pendant 20-30 ans avec mes collègues, parce que souvent, on ne vous dit pas, la plupart des ossements, ce sont les Africains eux-mêmes qui les ont trouvés. Rencontre avec les peuples. Alemayehu, c'était Donald Johnson qui lui apprenait, et il avait un atlas avec des dessins, on lui apprenait à regarder, et les Africains ont un œil pour savoir localiser le brillant d'une dent quand ça se trouve au milieu d'un gravier et que vous savez à peine distinguer le brillant de la dent du reste. Et donc, Alemayehu a trouvé et localisé énormément de pièces qui appartiennent aux Australopithèques. Et ils se font photographier. Là, j'ai mis en bas à droite une photo qui est célèbre dans les bouquins là, de Donald Johnson et de Maurice Taïeb. Et quelques temps après, ou l'année suivante, cette photo est de 75, vous voyez M. Yves Coppens qui vient dégager ses ossements préférés, les grands éléphants. Alors, voilà le squelette de Lucie reconstitué, ici, tel qu'on le voit dans les livres, même y compris dans les livres des classes primaires. Alors, Lucie, c'est un squelette. Qu'est-ce qui est important? Vous avez tous entendu beaucoup de choses racontées par M. Coppens, qui a très bien su médiatiser, populariser cette découverte, faire revivre ce personnage de l'Antiquité, qui un peu, disons, une grande ancêtre. Alors, il y a plusieurs choses. D'abord, comme on avait vu le genou qui donne la station debout. Autrefois, on pensait que tous les Australopithèques marchaient comme les chimpanzés. Ils appellent ça en anglais knuckle walker, c'est-à-dire qu'ils s'appuient sur leurs membres antérieurs en s'appuyant sur les phalanges. Et là, il y a la preuve d'une station debout chez ces individus australopithèques, et cette preuve, elle est très ancienne, parce qu'on vient de dater à la fois avec les animaux par correspondance à l'homo, et plus tard en datant cette couche blanche que vous voyez là dans les couches géologiques, et qui va donner un âge de 3,4 millions d'années, et Lucie a été trouvée juste au-dessus. Donc on a le squelette presque complet, la station debout et l'âge ancien. Et tout ça, finalement, fait le succès de ce personnage, voilà, qui va symboliser un ancêtre, qui est un représentant trouvé donc dans ce territoire des Afars et qui est une espèce d'Australopithèque. Alors, il y a aussi d'autres éléments qui ont été trouvés. Il y a le bassin, mais là, alors en bas sur la droite, il y a représenté le genou tel qu'il est décrit, différent du genou de l'homme qui est à droite et du chimpanzé qui est à gauche, et le bassin aussi qui différencie celui qui est intermédiaire entre celui de l'homme et celui du chimpanzé, et qui a les caractéristiques d'un bassin féminin. Donc le nom de Lucie a été donné, on peut raconter les Beatles, mais on pourrait raconter les discussions qu'on a eues pour donner un autre nom.
des noms compliqués qui n'auraient sans doute pas fait. C'est un trait de génie. Pourquoi? Parce que Lucie, ça veut dire la luce et la lumière. Bon, Lucie, c'est un nom qui se prononce en français, en anglais, et puis voilà, c'est ça, tout d'un coup, bon, ça a fait son chemin et ça a rendu cette recherche et cet individu très populaire. Alors, après la découverte de Lucie, les recherches ont continué. J'ai eu la chance d'aller à Dar, elles ont continué, mais après une interruption liée aux événements d'Éthiopie, une interruption, voilà, vous savez, il y avait la révolution, ensuite bon, des interdictions, c'était difficile. Là, quand on a trouvé Lucie et le genou, on était en pleine période de révolution à Addis Abeba. On était dans une période où il y avait le choléra dans les villages. C'est un jeune Allemand qui venait, qui nous a donné du vaccin ou je ne sais plus quoi. Il nous l'a mis dans notre frigidaire. Donc je lui ai rendu hommage dans mon livre, cet Allemand qui deviendra un grand médecin de la médecine tropicale en Allemagne. Et là aussi, alors, on a été volé, on n'avait plus rien, et ça aussi c'est extraordinaire. Quand on a été volé de tout, qu'il vous reste votre short, votre chemise et la musette de travail avec le papier et le crayon, et c'est tout, et qu'on peut encore rester. Alors ça c'est quand on a trouvé le genou, on n'était plus que deux, Johansson et moi sur le terrain, et on est encore resté 10 jours. Et ça, pour moi, c'était une leçon extraordinaire, parce que savoir qu'on peut rester sans rien et de survivre pendant 10 jours, ben, je crois qu'après, ça vous donne une grande force dans le reste de votre existence. Bon, alors voilà, ben, après, on est dans les 2001, plus tard, les recherches continuent, mais elles seront à ce moment-là l'œuvre de d'une seule équipe américaine. Il y a eu un institut qui a été créé aux États-Unis et qui recherche un financement privé. Bon, donc j'ai été invitée parce que à ce moment-là, il a été trouvé dans un autre endroit. Alors, un endroit où il y a eu plusieurs individus trouvés. On sait les individus, plusieurs âges. Et c'est important parce que ça prouve que l'Australopithèque afarensis, donc Lucie c'est un individu. Et l'Australopithèque afarensis, c'est une espèce. Et alors, on en trouve après de cette espèce dans des couches qui sont plus anciennes que Lucie et plus récentes. En fait, les restes d'Australopithèque afarensis, ça dure 1 demi-million d'années. Et maintenant, il y a des pieds et des mains. Et les pieds et les mains sont très intéressants. En particulier, les mains ont prouvé que finalement, elles marchaient debout, mais elles se suspendaient aux arbres aussi. Voilà. Et il y a des crânes qui ont été trouvés, et là les crânes, il y a des crânes beaucoup plus gros qui sont les crânes des mâles, et les crânes plus petits. C'est pour ça que dans la première diapositive qui représentait Lucie, vous aviez un personnage petit et un personnage grand. Donc ce caractère qui fait que dans le sexe, la taille est différente, c'est quelque chose qu'on partage avec certains primates. Voilà. Et alors, pour vous montrer, vous voyez, toutes les mâchoires, aujourd'hui, il y a plus de 400 pièces qui documentent cet individu. Voilà, en bas, donc un élève de Donald Johansson qui a continué les recherches jusqu'à ces quelques dernières années, et puis un exemple en bas de tous les ossements rassemblés. Alors, l'important de Lucie, même un demi-siècle plus tard, sur le plan scientifique, il y a eu des choses qui ont été trouvées qui sont plus anciennes, des caractères qui sont différents, des espèces ailleurs. Mais bon, elles demeurent, je ne suis pas spécialiste, mais bon, elles demeurent quand même Australopithèque afarensis est une espèce très intéressante dont l'intérêt demeure scientifiquement malgré d'autres découvertes récentes tout aussi intéressantes mais beaucoup moins documentées
parce qu'il va y avoir un crâne, des mâchoires, ou bien des restes post-crâniens, c'est-à-dire des jambes ou des bras, mais il y a, en Afrique du Sud, il y a 2 squelettes complets, on en a parlé à la télévision. Alors là, je vous ai juste illustré sur l'échelle en vert, qui est une échelle dans le temps, qui va de 4 millions à 2 millions d'années. Vous voyez que antérieure à Lucie qui est entre 3,4 et 2,9, en gros, hein, l'espèce Afarensis, que vous voyez au centre du graphique, là, en forme au centre de la courbe. Donc il y en a un individu debout qui date de 4 millions d'années, maintenant il y en a de 5 millions d'années, peut-être même un peu plus vieux ailleurs au Kenya. Et alors, à partir de Lucie, on a un partage entre 2 sortes d'individus. À droite, ceux qui sont des australopithèques qu'on appelle robustes, parce qu'ils ont des grosses dents et des grosses attaches, et vous voyez une crête, etc., et qui sont purement végétariens et qui vont s'éteindre. Ils s'éteignent autour de 1,8 million, 1,6 million par là. Tandis que de l'autre côté, on va trouver des choses intermédiaires entre Lucie et ce qu'on appelle le genre Homo, qui apparaît autour de 2 millions d'années. Donc cette position centrale est encore quelque chose qui fait tout son intérêt en Éthiopie. Alors l'Éthiopie aujourd'hui, c'est un nombre de sites incalculable, non, ça doit se calculer le nombre de sites, mais à l'époque où il n'y avait rien, on a travaillé en tant que pionnier, et aujourd'hui, eh bien, vous voyez dans ces 2 vallées que vous voyez ici, là, au sud, entre les 2 barres et le lac Turkana, plusieurs points rouges, il y a plusieurs sites, et ensuite, dans la vallée de la Wash et dans le triangle, il y a tous ces points rouges aussi, sont des choses qui ont donné lieu à des découvertes dont on a parlé parfois à la radio, à la télévision, en vous disant chaque fois ou bien c'est le plus ancien, ou bien c'est le plus ci, c'est le plus ça. En fait, tout cela documente toute une histoire qui est centralisée aujourd'hui au musée d'Addis Abeba, un musée qui a été construit avec l'aide de pays étrangers. Bon, la France a aidé avec les collections, les tiroirs que vous voyez là au fond. Ces recherches sont effectuées par d'autres chercheurs de Berkeley, d'ailleurs, etc., et des Éthiopiens qui ont été formés, qui aujourd'hui dirigent des expéditions. Et on peut voir le musée, vous voyez l'entrée du musée en bas à droite, là, on peut voir la copie du squelette de Lucie, et puis beaucoup d'autres choses. Si jamais vous avez l'occasion d'aller dans ce pays merveilleux, il ne faut pas rater d'aller faire une visite au musée d'Addis Abeba. Et enfin, symbolisant le succès de Lucie, vous avez entendu parler du lancement de la sonde spatiale, Lucie, qui, alors d'après M. Coppens, serait à la rencontre, d'après les astronomes, à la rencontre des astéroïdes de Jupiter, lesquels 2 astéroïdes ont été nommés, l'un au nom de Donald Johnson et l'autre au nom de M. Coppens, tous les 2 ayant, popularisé avec beaucoup d'efficacité, respectivement dans chacun de leurs pays d'origine, l'impact de cette découverte et contribuer à la faire connaître. Donc voilà, c'est la gloire de cette découverte. Eh bien, je vous remercie de votre attention.